La Russie est en train de gagner la guerre. Quel est votre avis? Je pense que c'est une évaluation correcte. Je crois qu'ils allaient toujours gagner dès le début. Dans un monde où la vérité est souvent noyée par une cacophonie de désinformation, la quête inébranlable de connaissance d'un homme et la campagne acharnée pour le faire taire constituent une histoire intéressante qui mérite vraiment notre attention. Cela signifie qu'aujourd'hui, vous allez assister à une discussion fascinante avec quelqu'un qui a fait des vagues dans le monde des relations internationales. Je parle du professeur Glenn Diesen, un politologue norvégien qui a passé un bon nombre d'années en Russie. Glenn a gagné la reconnaissance pour son analyse lucide des événements mondiaux et est un commentateur régulier sur divers programmes d'actualité. Mais il y a plus dans le parcours de Glenn. Il a été marqué par la controverse et des tentatives concertées pour le discréditer. Ses détracteurs ont essayé de le réduire au silence en diffusant de fausses informations et en jetant le doute sur son travail. Si vous avez vu mon interview avec le docteur Daniel Ganser, alors vous savez que Glenn n'est pas une exception. Prendre la parole peut vous coûter votre carrière. Malgré ces défis, les deux hommes sont restés engagés à explorer les complexités de la politique mondiale et à remettre en question la sagesse conventionnelle. Aujourd'hui, nous avons donc un aperçu du monde de Glenn. Nous explorons ses perspectives uniques sur les affaires internationales et nous allons entendre parler des obstacles qu'il a rencontrés dans la poursuite de discussions ouvertes et informées sur les relations internationales. Alors, rejoignez-moi pour une conversation franche avec un politologue et chercheur qui refuse de reculer parce qu'il croit fermement que les faits doivent rester des faits, peu importe à quel point ils sont gênants pour les pouvoirs en place. Le professeur Glenn Diesen. Nous avons eu un processus très simple. En gros, il y a 1 heure, vous avez confirmé cette interview, et nous voici. Merci beaucoup. J'apprécie votre temps. Comment ça va en Norvège? Ouais, les choses vont plutôt bien ici. Politiquement, pas nécessairement, mais nous avons aussi nos problèmes ici. Sinon, tout va bien. Oui, vous êtes très proche de la Russie, qui est en fait le sujet principal de notre discussion aujourd'hui. Oui, nous avons une frontière commune dans le nord. C'est intéressant. Vous pourriez penser que cela créerait beaucoup plus de tensions. Cependant, dans le nord, les gens ont en fait une bien meilleure relation avec la Russie que ceux du sud. Peut-être à cause des échanges humains et bien sûr d'une histoire différente. Alors, vous êtes professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Qu'enseignez-vous? Actuellement, j'enseigne l'économie politique et la sociologie. Nous venons de discuter du fait que vous avez obtenu votre doctorat à l'Université libre d'Amsterdam, ici aux Pays-Bas, où je me trouve. Vous parlez également néerlandais, je viens de le confirmer. Oui, un petit peu, mais oui. J'ai vu que vous avez un nouveau livre. Je veux dire, j'ai arrêté de compter à 11 ou 12 livres, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais vous avez un nouveau livre. Il s'appelle La guerre ukrainienne et l'ordre mondial eurasien. J'ai vu que même John Mearsheimer a commenté dessus. Oui, j'ai reçu de nombreuses belles recommandations pour le livre. John Mearsheimer en faisait partie. J'ai également reçu des recommandations de Jack Matlock, qui a aidé à négocier la fin de la guerre froide du côté américain, et de Chas Freeman. Et quelques autres. Combien avez-vous écrit au total? Un autre qui m'a marqué est la décadence de la civilisation occidentale. Combien de livres avez-vous écrit? Je ne suis pas tout à fait sûr maintenant. C'est quelque chose vers 11 ou 12. D'accord. Une chose probablement à mentionner est que vous êtes également un commentateur. Vous avez été commentateur sur RT, également connu sous le nom de Russia Today. Oui, ce qui vous a probablement attiré beaucoup de critiques, n'est-ce pas?
Oui, j'ai travaillé à Moscou en tant que professeur à l'école des hautes études économiques. Lorsque j'étais là-bas, je me rendais souvent dans un studio pour participer à un programme de discussion politique, parmi d'autres activités sur des chaînes étrangères également. Cependant, lorsque j'ai déménagé en Norvège, j'ai continué à écrire quelques éditoriaux. Mais cela n'a pas été très bien perçu ici, parce que tout média russe est dénoncé comme de la propagande russe. C'est problématique parce que j'ai toujours dit qu'il ne devrait pas être controversé pour un universitaire se concentrant sur la politique russe et la politique étrangère russe de parler aux médias russes. Mais c'est le reflet de la culture politique que nous avons de nos jours, où les gens n'écoutent vraiment plus les arguments. Ils veulent juste savoir avec qui vous avez parlé, où vous avez publié et où vous avez voyagé. Que ce soit une nouvelle manière de contrôler le monde académique. Et vous n'êtes pas le seul. J'ai interviewé Noam Chomsky sur ce sujet, ainsi que Jeffrey Sachs. Ivan Kachanovsky, je ne sais pas si vous le connaissez, a écrit sa thèse de doctorat sur ce qui s'est réellement passé en 2014 sur le Maïdan. Ouais, et je suis ukraino-canadien. J'ai également eu des discussions avec lui auparavant. C'est un type très intéressant. Oui, alors je fais deux choses. D'abord, je vérifie Wikipédia, puis je vérifie Chativity. Plus les critiques sur Wikipédia sont négatives, plus je deviens intéressé par les personnes que j'interviewe. C'est parce que nous savons que Wikipédia peut être biaisé. Eh bien, il existe une tendance à censurer les universitaires de nos jours, impliquant des organisations de droits de l'homme financées par le gouvernement. Ces organisations ont des activistes dont l'intérêt pour les droits de l'homme s'aligne souvent sur les intérêts de ceux au pouvoir. Essentiellement, si vous êtes curieux ou souhaitez condamner les abus des droits de l'homme dans certaines zones, vous trouvez votre capacité à vous exprimer en tant qu'universitaire restreinte. Lorsque je suis retourné en Norvège il y a environ 3 ans, un petit groupe a commencé à publier des articles sur moi dans divers médias. Avec chaque publication, ils ont également commencé à construire un profil Wikipédia sur moi, façonnant davantage le récit. Une fois que la page est devenue suffisamment négative, un journaliste d'Al Jazeera m'a dit que quelqu'un les avait contactés pour partager ma page Wikipédia comme moyen de me discréditer. Je ne me soucie pas vraiment trop de Wikipédia maintenant. Il semble que cela fait partie d'une stratégie qu'ils utilisent pour ternir votre réputation. Cela conduit à une situation où si un média local veut vous parler, il peut être découragé en se référant à cette page Wikipédia. Et lorsque vous vous tournez vers les médias étrangers, ils la critiquent également. Donc c'est très difficile d'être un universitaire sur la Russie de nos jours, à moins que vous ne soyez prêt à simplement faire écho aux déclarations de l'OTAN. Le contrôle de l'information est un sujet controversé. Plongeons-nous dedans. Il y a une affirmation selon laquelle la Russie est en train de gagner la guerre. Quel est votre avis? Non, je pense que c'est une évaluation correcte. Ils étaient toujours susceptibles de gagner dès le début. Le problème survient lorsque nous parlons de vaincre la Russie sans réellement définir ce que cela signifie. La Russie perçoit l'implication de l'OTAN en Ukraine comme une menace existentielle, de la même manière que les États-Unis la percevraient si la Chine et la Russie se déplaçaient vers le Mexique. Donc, je n'ai jamais compris ce que vaincre la Russie impliquerait. Je crois que nous ferions face à une guerre nucléaire avant que l'OTAN puisse atteindre la Crimée. Mais oui, je pense que la Russie est en train de gagner maintenant. Je pense qu'il y a eu de nombreuses interprétations incorrectes. Lorsque la Russie est intervenue pour la première fois, elle a déployé une force considérablement plus petite, et leur objectif déclaré, qui était en accord avec leurs actions,
était de contraindre les Ukrainiens à signer des accords de paix ou politiques favorables à la Russie. Cependant, cela ne s'est jamais matérialisé pour diverses raisons. Donc ce que nous avons observé il y a un an, c'était les Ukrainiens lançant des offensives, d'abord à Kherson, puis à Kharkov, et plus tard, pendant l'offensive d'été, à Zaporizhia. Mais au cours de la dernière année, les Ukrainiens ont épuisé une grande partie de leur équipement militaire, de leurs fonds et de leurs soldats. Pendant ce temps, les Russes constituaient une énorme force à l'arrière, mobilisant des centaines de milliers de troupes et accumulant beaucoup d'équipements, de munitions, de drones et de missiles, de manière générale. Maintenant que les Ukrainiens se sont largement épuisés, nous voyons cette immense force russe commencer à avancer. C'est une guerre d'usure visant à épuiser l'adversaire. Les gens se concentrent souvent trop sur le territoire. Cependant, dans une guerre d'usure, le territoire est généralement pris après que l'adversaire est épuisé. Cela est dû au fait que vous ne voulez pas épuiser trop de vos troupes et ressources en attaquant des lignes défensives bien fortifiées. Mais en ce moment, si vous regardez les chiffres en termes de taux d'attrition, comme qui perd le plus, qui a plus d'artillerie, de drones, de missiles, et qui dispose du meilleur équipement de guerre électronique, chaque indicateur mesurable suggère que la Russie a un énorme avantage. Tout cela se passe maintenant, à un moment où les États-Unis semblent perdre de l'intérêt pour cette guerre. Donc tout va mal pour l'Ukraine. Même les médias occidentaux, qui il y a quelques mois seulement dénonçaient ces observations comme de la propagande russe, reconnaissent désormais cette situation. Cela ne s'annonce pas bien pour l'Ukraine. Dans une situation comme celle-ci, on supposerait que des négociations commenceraient. Oui, à moins que des intérêts puissants n'empêchent cela de se produire. Mais globalement, le message initialement envoyé, jusqu'à récemment, était que Poutine a envahi l'Ukraine sans provocation, sans aucun contexte. C'est un peu comme comparer ce qui s'est passé le 7 octobre en ignorant 75 ans d'occupation. C'est une très mauvaise pratique de se concentrer sur le quoi, mais pas sur le pourquoi. Si nous remontons au moins à 2014, je veux dire, j'ai parlé avec Noam Chomsky et Jeffrey Sachs de cela, parce que de nombreux commentateurs occidentaux négligent l'importance ou la criticité de l'expansion de l'OTAN pour la Russie. Néanmoins, William Burns, dans son autobiographie, a écrit que l'expansion de l'OTAN est la ligne rouge la plus rouge. Alors que dites-vous à ceux qui affirment que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était non provoquée et que l'expansion de l'OTAN n'avait rien à voir avec cela? Eh bien, je pense que c'est malhonnête et clairement un mensonge parce que nous continuons à dire « Oh, la Russie dit cela, ils ne le croient pas vraiment. » Mais c'est malhonnête parce qu'on peut réellement suivre ce que les principaux experts militaires et politiques occidentaux ont dit depuis maintenant 30 ans, que cela poserait un problème. Gardez à l'esprit qu'en janvier 1994, le président Bill Clinton a reconnu que si nous décidions d'élargir l'OTAN, cela risquait de rediviser l'Est et l'Ouest. L'ambassadeur américain en Russie au début des années 90 a également dit que c'est la seule chose unissant tous les Russes. Cela est considéré comme annulant la paix après la guerre froide. Jack Matlock, qui a négocié la fin de la guerre froide, a décrit l'expansion comme un coup de poignard dans le dos, sapant la paix. George Kennan, l'architecte de la politique de containment, qui a vécu jusqu'en 2005, était également très critique. Il a soutenu que l'expansion de l'OTAN était inutile et rallumerait une guerre froide. Il a prédit que lorsque la Russie répliquerait, l'Occident agirait comme si la réponse était non provoquée, l'attribuant à l'agression russe. De plus, Madeleine Albright et d'autres qui étaient en faveur de l'expansion ont reconnu la forte opposition de la Russie à celle-ci.
Si vous vous demandez pourquoi ils ont procédé malgré les avertissements, regardez du côté du ministre de la Défense de Bill Clinton. Il a donné des interviews exprimant ses vues critiques sur l'expansion de l'OTAN. Fait intéressant, il a noté qu'au sein de l'administration Clinton, ses arguments concernant la destruction potentielle de la paix avec la Russie n'étaient pas ignorés. Plutôt, l'attitude prédominante était celle de l'indifférence. Le sentiment était « Qui s'en soucie? La Russie est faible et devient plus faible. Nous n'avons pas besoin de considérer leur position. S'ils perçoivent cela comme une menace pour leur sécurité, tant pis. Ils devront s'adapter au nouvel ordre mondial. » Alors, cela fait maintenant 30 ans que nous continuons ainsi. Les partisans et les opposants à l'expansion de l'OTAN reconnaissent qu'elle était perçue comme une menace par la Russie. Même dans les années 90, lors des débats au Sénat sur l'expansion ou non de l'OTAN, je conseillerais à tout le monde de consulter ces archives. Ils utilisaient fréquemment le terme de police d'assurance. L'idée était que si nous devions avoir un conflit avec la Russie à l'avenir, avoir l'OTAN étendue le long des frontières russes serait bénéfique. Maintenant, avec une OTAN nettement plus grande et la Russie isolée, la dynamique de tout conflit potentiel a changé. Nous avons maintenant un avantage contre eux. Donc, cela était clairement dirigé contre la Russie. George Kennan a averti qu'une fois le conflit survenu, nous prétendrions que ce comportement est juste typique des Russes, les étiquetant comme expansionnistes et impérialistes, et arguant que cela n'a rien à voir avec l'OTAN. Cependant, cela n'est pas vrai. Même si nous ne croyons pas que l'expansion de l'OTAN pose une menace pour la Russie, il ne fait aucun doute que la Russie le perçoit comme une menace existentielle. C'est un consensus en Russie, et ils répondront sur la base de cette croyance. Par conséquent, prétendre que leurs actions étaient non provoquées est très dangereux. Cela nous conduit à nous tromper nous-mêmes, et une mauvaise analyse a tendance à aboutir à de très mauvaises politiques. Cela ignore également complètement ce qui s'est passé depuis 2014. Je veux dire, il y a eu quoi? 15 000 Russes morts depuis 2014. Oui, tués par l'Ukraine, essentiellement par leur propre gouvernement, parce qu'ils étaient sur le territoire ukrainien. Mais je pense que le cauchemar géostratégique, pour les États-Unis en particulier, est bien sûr la combinaison du savoir-faire et de l'argent allemand avec les ressources russes. Le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Ismay, a déclaré que le but formel de l'OTAN est de garder l'Amérique dedans, l'Allemagne à terre et la Russie à l'extérieur. Et il y a un site, je crois qu'il s'appelle Lord Ismay reformulé ou quelque chose de similaire. Ainsi, vous pouvez voir toute une liste de politiciens américains ou occidentaux répétant la doctrine en ce qui concerne l'expansion de l'infrastructure occidentale. Et une chose que les gens oublient, c'est que pour la Russie, les pays de l'OTAN signifient une chose. Les pays de l'OTAN qui accueillent des armes nucléaires représentent une préoccupation significative pour la Russie. Lorsqu'on compare cette situation à la crise des missiles de Cuba, la comparaison semble appropriée. Nous soutenons souvent que l'Ukraine a le droit de choisir l'alliance qu'elle souhaite rejoindre. Cependant, cette position n'est pas cohérente. Si la Russie décidait de placer à nouveau des missiles à Cuba, ou si la Chine décidait de construire des bases militaires au Mexique, soutiendrions-nous toujours le principe selon lequel les pays ont le droit sacré de rejoindre des alliances militaires? C'est douteux. De plus, de nombreuses personnes aux États-Unis croient que les États-Unis devraient intervenir militairement au Mexique en raison de la crise avec les cartels. Si le Mexique, en quête de sécurité, pouvait théoriquement inviter des puissances étrangères, personne n'aiderait le Mexique dans cette démarche, car les Américains s'opposeraient fortement à une telle initiative, potentiellement jusqu'au point d'une action militaire. Ainsi,
L'idée que la paix puisse être atteinte en permettant simplement à l'OTAN de s'étendre sans tenir compte des préoccupations de la Russie n'est pas une proposition sérieuse. En ignorant les préoccupations de sécurité d'un rival ou adversaire clé, nous pourrions en réalité compromettre notre propre sécurité. En nous concentrant un instant sur les conséquences, il y a deux choses que j'aimerais discuter avec vous. Êtes-vous bien informé concernant les attaques sur Nord Stream? Eh bien, je l'ai suivi de très près. Mais je suis d'accord. Et je voudrais également situer la question du Nord Stream dans le contexte plus large de la politique britannique et américaine. Si vous demandez à n'importe quel historien ou politologue britannique, ils vous diront que la politique de la Grande-Bretagne au cours des derniers siècles a toujours été de s'assurer des divisions, car ils sont la puissance maritime dominante. Ils visent à s'assurer que les puissances terrestres européennes ne commencent pas à converger. C'est quelque chose qu'ils ont appris du système continental de Napoléon. C'est une peur qui a toujours persisté. Maintenant, bien sûr, c'est correct. C'est pourquoi l'ascension de l'Allemagne en tant que grande puissance industrielle et sa potentielle connexion avec la Russie pourrait déplacer tout l'équilibre des puissances. Par conséquent, créer des divisions entre ces deux pays a toujours été un objectif clé pour les Britanniques. Lorsque les Américains ont pris le relais en tant que puissance dominante, cet objectif a également été adopté par eux. La raison en est que si ces pays s'unissent, ils pourraient former un pôle de puissance alternatif. En les maintenant divisés, l'Allemagne resterait dépendante des États-Unis, tandis que la Russie serait affaiblie en tant qu'adversaire. Cette stratégie vise à diviser de grands pays pour créer des alliés dépendants et des adversaires affaiblis. Nord Stream s'inscrit clairement dans cette catégorie. Ils ont menacé à plusieurs reprises et pendant longtemps qu'ils attaqueraient Nord Stream, arguant que c'était dangereux parce que cela rendrait l'Allemagne dépendante de la Russie. Ils ont même sanctionné des entreprises européennes travaillant sur Nord Stream, affirmant que c'était pour nous protéger de nous-mêmes. À l'approche d'un conflit avant l'invasion russe, les Américains, y compris Biden, l'ont très clairement fait savoir. Ils ont déclaré que s'il y avait jamais une attaque, ils le détruiraient. Victoria Nuland et Joe Biden faisaient partie de ceux qui ont dit cela. Puis lorsqu'il a été attaqué, des personnalités comme Anthony Blinken ont commenté quelle merveilleuse opportunité c'était. Maintenant, arguait-il, nous pourrions enfin éliminer toute dépendance européenne au gaz russe. Alors, ils ont d'abord essayé de blâmer les Russes, affirmant que ça devait être eux. Cependant, lorsque l'article de Seymour Hersh a été publié, le blâme s'est déplacé vers les États-Unis, avec des mentions d'assistance norvégienne. Presque du jour au lendemain, le récit a changé à nouveau. Les Américains ont commencé à suggérer que ce n'était pas un acteur étatique, mais plutôt un voilier impliqué, impliquant spécifiquement des Ukrainiens. Maintenant, même les Américains suggèrent que ce n'étaient pas les Russes, mais les Ukrainiens. Cependant, cette histoire de voilier manque de crédibilité. Même si c'était les Ukrainiens, cela n'aurait pas pu se produire sans la connaissance ou le soutien des États-Unis. Cela ne se produirait tout simplement pas dans la mer Baltique. Donc, c'est un tas de bêtises. Mais aussi, les Américains affirment maintenant qu'ils savaient même avant que les Ukrainiens n'attaquent prétendument les gazoducs Nord Stream, que cela se produirait, et ils n'étaient pas contre. Cependant, après que cela a explosé, les Américains ont immédiatement blâmé les Russes. Maintenant, pourquoi mentiraient-ils à leur propre public et au monde entier que c'étaient les Russes alors qu'ils admettent maintenant qu'ils savaient pour l'attaque avant qu'elle ne se produise réellement? Donc, ils ont menti tout le long. Mais encore une fois, je n'ai aucune preuve que les Américains étaient responsables.
Mais pour le moment, je n'ai entendu aucune hypothèse crédible alternative. Alors, qui d'autre cela pourrait-il être? Je n'arrive vraiment pas à croire que ce soit les Ukrainiens qui l'ont fait sans l'assistance ou la connaissance des Américains. Je ne vois tout simplement pas en quoi cette histoire de voilier a le moindre sens. C'est simplement une question de qui bénéficie le plus, clair et simple. Maintenant, l'Europe est dans de beaux draps parce que nous avons fait croire que acheter du gaz russe était rendre service aux Russes. C'était une source de gaz bon marché et fiable, ce qui est par définition la sécurité énergétique. Maintenant, toutes les industries gourmandes en énergie vont faire faillite et se désindustrialiser. Bien sûr, pour les Américains, ce n'est pas si mal, parce que maintenant, les Européens doivent payer plus cher pour le gaz américain. Donc, si Gatter and Wicked Dream. Alors, nos entreprises et nos industries ne sont plus compétitives. Elles vont donc se déplacer de l'autre côté de l'Atlantique, vers les États-Unis. Ce n'est pas une mauvaise affaire pour les Américains. Je me sens toujours mal pour les journalistes et les politiciens allemands qui doivent se tenir devant la caméra et admettre qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne sont presque pas autorisés à en discuter parce qu'ils ne peuvent pas blâmer les Américains. Mais qui d'autre pourrait-il blâmer? En conséquence, ils finissent par ne pas en parler du tout. Il y a aussi un article dans le Washington Post qui mentionnait, après avoir parlé avec différents Européens, qu'il y avait un accord à travers l'Occident. Maintenant, ne parlons plus de Nord Stream parce que cela ne peut mener qu'à des réponses inconfortables. Donc, c'est là où nous en sommes. S'il s'avère qu'un pays de l'OTAN a attaqué l'infrastructure critique d'un autre pays de l'OTAN, qu'est-ce que cela signifierait pour le traité de l'OTAN lui-même? Le traité de l'OTAN a été établi pour protéger contre les menaces extérieures. Mais soudainement, il y a une menace de l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'OTAN elle-même? Ce n'est pas un sujet mineur que nous pouvons ignorer commodément, n'est-ce pas? Ce problème ne disparaîtra pas. Et si, pour les besoins de l'argumentation, nous supposons que les Américains ont raison de dire qu'ils ne l'ont pas fait et que c'étaient les Ukrainiens, eh bien, nous suggérons maintenant que l'Ukraine a attaqué l'OTAN. Bien sûr, il y a des tentatives pour contourner cela en affirmant que ce n'était pas le gouvernement ukrainien, mais plutôt certains éléments voyous au sein de l'Ukraine. Soudain, cela n'est plus considéré comme une action d'un acteur étatique, mais plutôt comme celle de quelques Ukrainiens aléatoires, sans aucune connexion gouvernementale, qui auraient navigué et fait exploser des infrastructures critiques. Le scénario est tout à fait absurde. Et aussi, c'est assez clairement absurde, parce que les Russes ont appelé à une enquête indépendante à ce sujet. Dans cette enquête proposée, ni les Russes, ni les pays de l'OTAN ne la mèneraient. Au lieu de cela, elle serait réalisée par des pays non alignés. Cependant, les pays occidentaux ont voté contre cela. Ils ont dit non, nous ne voulons pas d'une enquête indépendante. Nous allons la mener nous-mêmes et finalement dire à tout le monde ce qui s'est passé. Cette approche n'inspire vraiment pas beaucoup de confiance ni de crédibilité. Il y avait en réalité des enquêtes, je le sais avec certitude, de la Norvège, de la Suède, du Danemark et bien sûr de l'Allemagne. Et elles ont toutes été classifiées, même au sein de ces pays. Par exemple, l'Allemagne a demandé des informations au Danemark ou à la Norvège, et cela a été rejeté. Donc, il y a définitivement des informations sensibles là-bas. Mais en passant de l'acte réel aux conséquences, parce que c'est bien plus large que de se concentrer uniquement sur l'Allemagne. Et vous avez déjà mentionné le mot-clé, la désindustrialisation. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Allemagne.
Donc, si vous regardez cela, c'est aussi un grand avantage pour l'Amérique d'affaiblir un principal concurrent sur le marché mondial. Mais que signifie réellement la désindustrialisation? C'est un concept abstrait que beaucoup de gens ont en tête. Mais qu'implique-t-il réellement, se désindustrialiser? L'Europe n'est plus compétitive, ce qui est très problématique. Les industries changeaient déjà, se tournant vers de nouveaux géants numériques qui prennent le contrôle d'une grande partie de la production traditionnelle. C'est la direction vers laquelle se dirige l'économie. L'Europe fait face à des défis significatifs car elle manque de ses propres écosystèmes numériques, contrairement aux Américains, Chinois ou Russes. Cependant, ce qui a vraiment fait avancer l'Europe, ce sont les industries d'exportation allemandes. L'Allemagne a une économie basée sur l'exportation, exportant plus qu'elle n'importe et accumulant des fonds. Au sein de l'Allemagne, les industries sont cruciales et de nombreux Européens comptent sur la connexion à ces chaînes d'approvisionnement. Alors, que se passe-t-il si vous n'avez plus accès à une énergie bon marché? L'énergie est essentiellement la force vitale de l'industrie. Avec une énergie bon marché, vous obtenez un avantage concurrentiel et pouvez produire davantage. C'est pourquoi les Allemands ont toujours été prudents. C'est pourquoi ils ont construit Nord Stream 1 et demandé Nord Stream 2. Cette demande n'a pas été forcée par les Russes. C'était quelque chose que les Allemands voulaient pour rendre leurs industries plus compétitives. Mais maintenant, avec la coupure de l'approvisionnement énergétique, leurs produits ne peuvent pas concurrencer en termes de prix, conduisant à la fermeture de diverses industries et entreprises. Et ce n'est pas seulement en Allemagne, la France le vit également. Cela devient une énorme menace. Je pense que c'était le ministre de l'économie de France qui, après l'invasion par les Russes, a dit « Nous allons mettre à terre l'économie russe. Nous allons détruire l'économie russe. » Il a plus tard tenté de modérer ses propos, car il semblait trop agressif. Mais ensuite, il y a quelques mois, il a pris une décision reconnaissant que les Américains font perdre à nos industries leur avantage concurrentiel. Cela se produit à un moment où nous devons payer plus cher l'énergie, rendant nos industries non compétitives. En conséquence, elles se délocalisent aux États-Unis. Les États-Unis ont introduit la loi sur la réduction de l'inflation, qui offre également des incitations à de nombreuses industries. Alors cela crée un énorme problème pour toute l'Europe maintenant. Je ne vois pas non plus de chemin vers la récupération. Ce qui est souvent négligé, c'est que la Russie a utilisé cela comme une opportunité pour pivoter. Ils n'attendent pas la fin des sanctions pour simplement se reconnecter avec l'Europe. Ils ont subi un changement significatif, réorientant leur connexion économique de l'Ouest vers l'Est. Nous ne nous en remettrons pas facilement. En est een enorme erreur, et ne s'est pas suffisamment discuté. Alors, avant de passer à la Russie, j'ai une dernière question concernant l'Europe. J'essaie de comprendre pourquoi les dirigeants européens sont si désireux de sacrifier l'Europe sur l'autel de l'hégémonie américaine. Je ne comprends pas. Je ne suis pas tout à fait sûr non plus, pour être honnête. Je pense que lorsque cela a été proposé, nous avons été entraînés sur cette voie ukrainienne pendant si longtemps. Si vous revenez en 2008, les Européens étaient assez vocaux à ce sujet. La raison pour laquelle les Allemands et les Français ne voulaient pas offrir de plan d'action pour l'adhésion à l'Ukraine à ce moment-là était, selon les mots d'Angela Merkel, que cela serait interprété comme une déclaration de guerre contre la Russie. Tant pis pour la non-provocation. De toute façon, je pense que nous avons suivi les Américains si longtemps sur cela, parce qu'après 2015, ils ont commencé très ouvertement à ignorer l'accord de Minsk pour la paix
et à fournir simplement des armes à la place. Les Européens ont suivi. Les Américains disaient « Écoutez, nous allons simplement renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Et puis la Russie commencera à reculer, et cet accord de paix à Minsk, nous pourrons le renégocier. » Donc, progressivement, les Européens se sont laissés convaincre. Puis, une fois que la Russie a envahi en 2022, les Américains ont vendu cette idée aux Européens en disant « Écoutez, nous fournirons toutes les armes aux Ukrainiens. Vous ne pouvez pas battre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN collective. Nous allons également imposer des sanctions préjudiciables. Nous allons effondrer leur économie et leur monnaie avant la fin de la semaine. » De nombreux Européens ont adhéré à cela. Ainsi, étape par étape, nous avons été aspirés dans cela depuis trop longtemps maintenant. Il n'y a pas de sortie. Quand allons-nous faire marche arrière? Il n'y a aucune bonne chance. Alors je pense que c'est juste, encore une fois, cette expression, quand on est dans un trou, on devrait vraiment arrêter de creuser. Et c'est ce que nous aurions dû faire. Au lieu de cela, à chaque sanction qui ne fonctionne pas et nous fait plus de mal qu'aux Russes, nous continuons d'imposer plus de sanctions. Une faiblesse clé de cette approche est l'absence de débat. Chaque fois que des personnes essaient d'expliquer pourquoi les sanctions nous font en réalité plus de mal qu'aux Russes et soutiennent que nous ne devrions pas faire cela, elles sont étiquetées comme poutinistes ou comme des apologistes. On les accuse de ne pas se soucier de l'Ukraine. S'ils se souciaient vraiment de l'Ukraine, l'argument est qu'ils soutiendraient l'envoi d'armes quoi qu'il en coûte. C'est le prix, je pense, que nous payons pour toute cette censure. L'absence de débat et bien sûr le fait de suivre aveuglément les Américains. Nous assistons à un changement chez les politiciens, mais aussi dans le comportement politique. Parce que vous avez mentionné Minsk, Minsk 1, Minsk 2, nous savons tant de la part d'Angela Merkel que du président Hollande que ce n'était qu'une ruse. Ils ont ouvertement déclaré devant les caméras que les accords de Minsk étaient là uniquement pour donner à l'Ukraine le temps d'être formée et de s'armer pour combattre la Russie. Donc c'était, vous savez, oui, Merkel, Hollande, Poroshenko et Zelensky l'ont tous dit. De manière unanime, tout le monde était d'accord. Mais bien sûr, dès le premier jour, les Britanniques et les Américains ont exprimé très clairement leur opposition. Par exemple, John McCain a qualifié l'accord de Minsk de connerie de Moscou. C'était son expression. Une autre raison, je pense, pourrait être l'idéologie qui a guidé l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Quand la guerre froide s'est terminée, les États-Unis ont promu l'idée d'une hégémonie libérale. Cela signifiait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait qu'un seul centre de pouvoir qui serait les États-Unis. Tout le monde était censé s'aligner sous la bannière des États-Unis. Cet alignement était supposé créer la paix et la stabilité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont réussi à fournir un certain niveau de paix en Europe. L'idée était d'étendre cette paix à l'échelle mondiale, ce qui était une proposition très séduisante pour les Européens. En conséquence, nous avons maintenant toute une génération de politiciens qui croient qu'avec le leadership américain, le monde deviendra progressivement plus libéral et plus démocratique. Ils y voient la promesse d'une paix perpétuelle, un concept qui a été très attrayant. Cette croyance se reflète également dans la situation actuelle avec la guerre en Ukraine, qui, dans une large mesure, représente les défis et les implications de cette vision. C'était la manifestation de l'expansion de l'OTAN, plaçant toute l'Europe sous la direction des États-Unis. Revenir sur cela signifie que nous devons remettre en question l'OTAN et les 30 dernières années de politique en se demandant si c'était une bonne idée. C'est très difficile. Et cela ne peut pas être fait avec la classe politique actuelle. Je pense que les politiciens existants seront mis de côté à mesure que leurs politiques échoueront.
De la Slovaquie aux Pays-Bas et la Hongrie, partout, vous verrez de nouveaux politiciens arriver avec des idées différentes. Ces politiciens pourraient être dans une meilleure position pour remettre en question le consensus de l'hégémonie libérale. Oui, parce que vous dites, attendez une minute, nous venons de vivre un changement politique significatif. Le parti de droite est devenu le plus grand parti ici. Ils n'ont pas encore formé de gouvernement, autant que je sache, mais le parti de Geert Wilders a, je pense, 35 ou 37 sièges sur 150. La dernière fois que j'ai vécu aux Pays-Bas, c'était en 2010. Je me souviens qu'à l'époque, Geert Wilders s'était présenté comme un personnage périphérique, presque comme une plaisanterie, rien de sérieux. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Oui, il rejoint les rangs de Le Pen en France et bien sûr en Italie, n'est-ce pas? Ainsi, ces populistes sont en hausse. Mais si vous regardez la Russie, les sanctions occidentales échouent. C'était, encore une fois, de la désinformation. Vous l'avez déjà dit. Ils l'ont présenté comme si, dans une semaine à partir de maintenant, l'économie russe aurait été effondrée. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, les BRICS se développent, avec l'Arabie saoudite et 17 autres pays sur leur liste de membres potentiels. Mais l'Arabie saoudite rejoindra déjà en janvier, dans un mois, à partir de maintenant. Saudi Arabia will already join in January, like in a month from now. Right? Oui. Eh bien, c'est une manière de réorganiser le système économique international. Après la guerre froide, tout était organisé autour de l'Occident collectif, avec les États-Unis au centre. Le monde a utilisé les technologies américaines et s'est appuyé sur les entreprises et les industries des États-Unis. Tout le monde utilise les corridors de transport et les routes maritimes qui sont sous le contrôle de la marine américaine. Nous utilisons le dollar américain, les banques de développement dirigées par les Américains, le système de paiement SWIFT et les assurances occidentales. Tout a été construit autour de l'Occident. Ce qui a vraiment commencé à se produire il y a une décennie, c'était la Chine qui est venue de l'avant et a commencé à remettre en question certaines de ces choses. Vous savez, ils disent, oui, nous avons notre propre Chine 2025, notre propre politique technologique et industrielle, dans laquelle ils visent à prendre le leadership dans des industries clés. Ils veulent établir leur initiative ceinture et route pour créer un nouveau couloir de transport. Ils se concentrent également sur le développement de leur propre banque de développement nationale et commencent à commercer dans leur propre monnaie. Au lieu de compter sur SWIFT, ils ont développé CIPS, qui est la version chinoise. Suivant cet exemple, les Russes ont commencé à faire de même. Ils se sont également concentrés sur l'atteinte de la souveraineté technologique dans la sphère numérique et développent plus d'indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement occidentales. Ils développent des couloirs de transport à travers l'Arctique et à travers la masse terrestre eurasienne. De plus, ils établissent leur propre banque de développement. Donc, il semble qu'ils s'éloignent maintenant également de l'utilisation du dollar et de l'euro. Mais bien sûr, les institutions internationales sont nécessaires pour faciliter cette nouvelle infrastructure économique. Plusieurs émergents, mais de mon point de vue, les BRICS se distinguent comme étant les plus puissants. L'Organisation de coopération de Shanghai détient également beaucoup de potentiel. Puis, il y a l'Union économique eurasiatique, dirigée par la Russie, qui, malgré son focus sur l'ex-Union soviétique, peut encore former des accords de libre-échange avec d'autres pays. Cependant, je crois que les BRICS sont ceux à surveiller. Ils représentent une portion significative de la population mondiale, là où se trouvent les ressources naturelles du monde, et ils surpassent maintenant le G7 en tant que plus grand bloc économique. Ainsi, ils introduisent une nouvelle manière d'organiser l'économie mondiale. Ce n'est pas une alliance au sens traditionnel, mais une approche alternative de l'organisation économique mondiale.
Alors, l'Occident représente environ 16,16% de la population mondiale, tandis que les pays des BRICS constituent, je crois, 56% de la population mondiale. Oui, c'était inévitable que le monde passe d'un système unipolaire centré autour des États-Unis à un système multipolaire avec de nouveaux centres de pouvoir. Nous sommes actuellement dans cette période de transition. Les États-Unis tentent de maintenir leur statut unipolaire, tandis que des pays comme la Russie et la Chine poussent vers un monde multipolaire. La plupart du monde est plus sympathique à l'idée de multipolarité. Même les pays qui désirent des relations étroites avec les États-Unis, tels que l'Inde et l'Arabie saoudite, ne sont pas intéressés à rejoindre une alliance contre les Américains. Au lieu de cela, ils recherchent une alternative au système hégémonique. Ils veulent plusieurs centres de pouvoir pour diversifier leurs connexions économiques. De cette manière, les États-Unis ne peuvent pas exercer autant de pression sur eux. Ce désir s'est intensifié sous l'effet des sanctions pour deux raisons principales. Premièrement, par nécessité, parce que les Russes ne peuvent pas utiliser l'infrastructure économique contrôlée par les États-Unis. Deuxièmement, cela soulève des inquiétudes pour le reste du monde concernant la possibilité que leurs fonds soient saisis, leurs actifs pris, ou qu'ils soient coupés du dollar et des banques américaines. Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose de mal. Cela pourrait simplement être dû à des sanctions secondaires. Par conséquent, les pays cherchent à se préserver par la diversification. Dans ce contexte, des institutions comme les BRICS deviennent très importantes. L'Amérique a déjà fait cela auparavant. Ils ont confisqué environ 600 milliards de dollars de l'Afghanistan et un montant inconnu de l'Irak. Maintenant, ils discutent activement de la confiscation des actifs russes pour financer l'Ukraine. Ils ont fait des choses similaires au Venezuela. Ils ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas leur président et ont décidé de reconnaître Juan Guaidó à la place, lui donnant le contrôle sur les actifs. Les Britanniques, si je ne me trompe, ont saisi leurs réserves d'or. Cela a conduit à une diminution de la confiance dans le système. Actuellement, le G7 discute de l'utilisation de l'argent et des actifs gelés des Russes pour soutenir l'Ukraine. Cette situation met en évidence une division significative. Lorsque les politiciens du G7 parlent de ça, ils le présentent comme le summum de la vertu. Regardez comme nous sommes bons, disent-ils. Nous prenons aux mauvais envahisseurs pour donner aux victimes. Cependant, ce n'est pas ainsi que le reste du monde le voit. Ils sont choqués et horrifiés. Imaginez si le monde entier commençait à saisir les actifs américains pour les donner à l'Irak à cause de cette invasion. Ou si les pays africains commençaient à saisir des actifs des pays de l'OTAN pour les donner à la Libye. C'est un scénario absurde qui éroderait complètement la confiance. Cela ne signifie pas que la Russie n'a rien fait de mal en Ukraine. On pourrait arguer que l'Ukraine mérite des réparations de la part de la Russie. Oui, vous pouvez avancer cet argument, bien sûr. Il n'y a rien de mal à cela. Mais la manière dont cela est fait, en essayant maintenant de développer des mécanismes légaux pour ce qui revient essentiellement à du vol, est préoccupante. Nous en sommes à un point où si vous ne le soutenez pas, ils vous dénoncent comme un poutiniste. Ils vont essayer de construire votre page Wikipédia pour vous faire passer pour un horrible traître. Mais le problème, c'est que cette approche n'est pas bonne pour nous. Qui va nous faire confiance à nouveau? Qui va faire confiance à nos banques, à nos corridors de transport? Cette question affecte tous les différents aspects de la connectivité économique. Nous avons fait la même chose avec les Chinois. Nous coupons leur accès aux technologies. Nous saisissons les pétroliers iraniens le long des corridors maritimes et nous coupons les systèmes de paiement des gens, les assurances et l'accès aux banques. De manière générale, le monde est témoin de cela et perd confiance.
Quand la confiance est perdue, les gens vont diversifier. Donc je pense que nous nous faisons énormément de mal. Cependant, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Ce sont juste les membres de la classe vertueuse qui sont prêts à tout donner. Et puis il y a ceux étiquetés comme traîtres pour avoir suggéré que nous devrions considérer comment cela pourrait se retourner contre nous. C'est une position très dangereuse et triste dans laquelle nous nous trouvons. Dans votre livre, La guerre en Ukraine, vous avez discuté de l'ordre mondial eurasien. De ce livre, quels seraient les 3 ou 5 sujets les plus controversés que vous avez abordés? Eh bien, cela ne serait pas vraiment si controversé. Je veux dire, la fondation pourrait ne pas être controversée pour vous, mais probablement pour vos critiques. La fondation de l'ordre mondial moderne, après l'effondrement de l'Empire romain germanique, a été établie par la paix de Westphalie en 1648. Cela a créé la base de l'ordre mondial moderne, qui repose sur 2 principes clés: l'égalité souveraine, signifiant la souveraineté de l'État, et l'assurance de la paix à travers un équilibre des puissances. Cela signifiait qu'aucun pays unique ne serait capable de dominer le monde entier parce que de nombreux États se contrebalanceraient. Cependant, après la guerre froide, nous nous sommes éloignés de ce modèle. Nous avons opté pour la Pax Americana, ou un système hégémonique. Ce changement avait 2 implications principales. Premièrement, cela signifiait renoncer au principe d'un équilibre des puissances, parce qu'il n'y avait maintenant qu'une seule superpuissance, et personne ne pouvait la contrebalancer. Cela a été de nouveau mentionné dans les documents stratégiques des États-Unis. Deuxièmement, l'égalité souveraine devient impossible. Si vous êtes l'hégémon, pourquoi accepteriez-vous les mêmes contraintes que tout le monde? Par conséquent, l'Occident et les États-Unis ont commencé à développer de nouvelles règles de droit international, ou ce que nous appelons l'ordre international fondé sur des règles, qui introduit une inégalité souveraine. Cela signifie que nous revendiquons le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous pouvons promouvoir la démocratie et soutenir les droits de l'homme. Nous pouvons utiliser la force militaire si nécessaire et même renverser des gouvernements sous le prétexte de promouvoir une révolution démocratique. Ainsi, nous avons créé un système où nous n'avons pas à respecter la souveraineté des autres États, mais ils doivent respecter la nôtre. Cela contredit complètement la paix de Westphalie, qui est la fondation de l'ordre mondial moderne. Ce que je veux dire, c'est que des pays comme la Russie et la Chine veulent établir une version renouvelée de Westphalie. Ce concept ne nous est pas étranger, mais il diffère de l'ancien système. La Westphalie originale promouvait l'égalité souveraine parmi les Européens. Cependant, pendant cette ère, nous avons colonisé le reste du monde, donc ce n'était pas vraiment complet. Mais maintenant, ce que les Chinois et les Russes recherchent, c'est un système basé sur une égalité souveraine complète. Cette fois, il devrait également être fondé sur le principe de souveraineté égale. Alors je pense, pour cette raison, nous verrons de nombreuses normes universelles disparaître. Cela est dû au fait que prétendre quelque chose d'universel peut saper la souveraineté d'autres États. Par exemple, les Chinois ont lancé des initiatives comme l'initiative de la civilisation globale. De même, les Russes affirment que toutes les civilisations sont uniques et distinctes. Ils mettent l'accent sur le développement selon leur propre voie, en adhérant à leurs normes culturelles. Essentiellement, cette position rejette l'ingérence d'autres pays. Cela marque un changement significatif vers une idéologie plus conservatrice, s'éloignant du libéralisme. Au lieu d'une hégémonie, il y aura un équilibre des pouvoirs. Cela représente essentiellement le déclin d'un empire et l'émergence de plusieurs autres. Eh bien, cela pourrait être le cas. Mais généralement, l'équilibre des pouvoirs à cette époque était largement militariste. Je pense qu'aujourd'hui,
Cela se manifeste en termes d'économie politique. Par exemple, les pays ne veulent pas avoir trop de dépendance envers un seul centre de pouvoir. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que l'Amérique est en déclin et que la Chine est en ascension. Mais mon point de vue est que vous n'aurez pas simplement la Chine remplaçant l'Amérique, parce que les pays ne veulent pas d'un autre hégémon. Même la Russie, qui est considérée comme le meilleur ami de la Chine, ne veut pas non plus trop dépendre de la Chine. Ils reconnaissent la Chine comme le partenaire le plus important actuellement, mais ils s'assurent également de tendre la main aux Indiens, aux Coréens, à l'Iran et idéalement à l'Europe pour éviter une dépendance excessive envers un État plus puissant. Cela est dû au fait qu'une fois que vous avez cette interdépendance asymétrique, la Chine gagnera beaucoup d'influence. Ainsi, vous voyez les pays essayer de diversifier leur connectivité économique pour éviter cette dépendance excessive envers n'importe quel pôle de pouvoir. Mon argument est que le pouvoir politique de l'Amérique découle de deux principales raisons. Sa puissance financière, qui à son tour est soutenue par sa force militaire. L'Amérique possède environ 750 bases militaires connues, mais au total, il y a probablement environ 900 bases militaires dans le monde entier. Cela fait de l'Amérique la société la plus militarisée, non seulement à l'époque actuelle, mais aussi dans l'histoire. Ses dépenses militaires surpassent celles de tous les autres pays combinés. Dans cette perspective, et sur la base de discussions avec d'autres sur ce canal, l'Amérique présente toutes les caractéristiques classiques d'un empire. Lorsqu'un empire de cette ampleur commence à s'effondrer, l'ordre mondial est destiné à changer. Nous sommes, je crois, au début d'un tel changement. En conséquence, le déclin de la puissance américaine est évident, avec des conflits régionaux, comme les récents au Moyen-Orient, n'étant qu'une manifestation. Non, je suis d'accord. Et je pense que ce qui s'est passé, surtout au cours des 2 dernières années, a intensifié cette situation. Idéalement, ce que les États-Unis auraient dû faire après la guerre froide, c'était de se replier un peu, de reconstruire leurs forces et de s'attaquer aux inégalités sociales et aux problèmes économiques. Cependant, au lieu de cela, ils se sont lancés à fond. Ce qui arrive habituellement avec la surextension impériale, c'est que les ressources sont transférées du cœur vers la périphérie pour maintenir l'empire. Maintenant, si nous regardons les États-Unis aujourd'hui, nous voyons d'importants problèmes sociaux à l'intérieur du pays, semblables à une guerre culturelle. La situation économique est désastreuse et la dette est insoutenable. Ils se trouvent dans une position difficile où ils doivent choisir entre sacrifier leur économie ou leur monnaie parce qu'il n'y a pas de moyen viable de s'attaquer à l'inflation. Politiquement, il existe désormais 2 camps qui se haïssent. On ne peut pas vraiment avoir un transfert pacifique du pouvoir non plus, car les 2 côtés arguent que l'autre est une menace pour la sécurité nationale et s'accusent mutuellement d'être des traîtres, essayant de détruire ce qui leur est le plus sacré, leur pays. Pendant que tout cela se passe, bien sûr, son influence à l'étranger change également. C'est pourquoi les gens discutent maintenant des implications de la perte en Ukraine pour l'OTAN. Mais au-delà de l'Ukraine, considérons le Moyen-Orient. L'idée même que les États-Unis devraient donner des leçons au monde sur les droits de l'homme, surtout après avoir collaboré avec Israël dans des actions lourdement critiquées, est remise en question. Cela semble presque une blague maintenant. À travers le Moyen-Orient, regardez toutes les attaques contre les forces d'occupation américaines en Syrie et en Irak. Elles s'intensifient. Le Yémen attaque les navires de guerre américains dans la mer Rouge. Ainsi, le pouvoir de dissuasion s'affaiblit et plus de pays s'y opposent maintenant. Ils s'opposent à l'Amérique militairement
économiquement et politiquement. Tout cela se produit à un moment où les États-Unis sont également en train de se fragmenter de l'intérieur. Une très vieille leçon est que vous ne pouvez pas vraiment être un empire et une démocratie en même temps. Quelque chose va craquer. En effet, il semble que beaucoup de choses craquent en même temps. Oui, c'est pourquoi nous assistons à la militarisation de la police en Amérique. Et pas seulement en Amérique, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, n'est-ce pas? C'est pour garder les populations sous contrôle. Oui, c'est un peu effrayant pour être honnête, parce que cette stabilité, eh bien, c'est un thème commun. La plupart des auteurs sur la civilisation le soulignent également, que lorsque les empires s'effondrent et que la civilisation commence à se fissurer, ce qui prend souvent les gens par surprise, c'est le sentiment de stabilité qui était là. Et quand ils réalisent que tout était construit sur des coquilles d'œufs, ils voient à quel point les choses peuvent être fragiles. Regardez ce qui maintient l'Occident ensemble. Qu'est-ce qui définit l'Occident collectif? Cela a été le libéralisme politique et la tolérance. Regardez ce qui se passe maintenant. En France, ils interdisent les manifestations critiquant le massacre d'enfants à Gaza. La censure est maintenant la nouvelle norme. Il n'y a pas si longtemps, nous étions tous d'accord pour dire que la censure était une mauvaise chose. Maintenant, si vous critiquez la censure, cela signifie que vous essayez d'accommoder la propagande russe. C'est juste une chose après l'autre. Nous semblons abandonner des normes très importantes qui auraient dû avoir leur propre fondation. Donc ça ne va pas dans une bonne direction, je pense. Si nous reportons notre attention sur la Russie, particulièrement sur Poutine, il est souvent décrit comme un fou, n'est-ce pas? Comme le Poutine fou, agissant de manière non provoquée et irrationnelle. Cependant, si vous vous plongez dans la littérature, une image différente émerge. Quel est votre point de vue sur Poutine? Non, je suis d'accord. Je pense qu'il est assez rationnel et quelque peu contraint. Gardez à l'esprit qu'en 2014, après que l'Occident a renversé Yanukovych en Ukraine, il a accepté de prendre la Crimée. Cependant, il était très hésitant à soutenir toute sécession du Donbass et l'a clairement exprimé. La principale pression sur lui venait des figures plus belliqueuses qui disaient « Écoute, l'Occident ne voudra pas de paix avec nous. Il se prépare au conflit. C'est le moment de prendre le Donbass. » Et il a dit « Non, 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 nous n'allons pas faire ça. » Je veux dire, ce n'est pas une vue populaire, mais il a souvent été considéré comme l'un des plus modérés. Il a été critiqué pour être peut-être trop pro-occidental et trop faible selon son opposition principale. Je pense que souvent en Occident, nous avons cette supposition que la principale opposition en Russie est un parti libéral, un descendant de l'ère Eltsine. Mais vous savez, Poutine était le successeur d'Eltsine. Il a été choisi par Eltsine. C'était quelqu'un qui était censé redéfinir ce que signifiait être pro-occidental. Et vous savez, je pense que c'est assez rationnel, mais je pense que la raison pour laquelle peut-être nous le détestons tant est la même raison pour laquelle il est si populaire en Russie. Parce que lorsqu'il est arrivé à la fin des années 90, la Russie s'affaiblissait de jour en jour. Le pays était pratiquement possédé par les oligarques, qui étaient accueillis à Londres et aux États-Unis. Il semblait que le pays se dirigeait vers le même sort que l'Union soviétique. Mais regardez le pays aujourd'hui. Il a complètement inversé la tendance. La société prospère, avec une énorme classe moyenne. En 1999, nous bombardions leurs principaux alliés, les Serbes. Aujourd'hui, nous lançons tout ce que nous avons contre les Russes, et pourtant nous ne pouvons pas les vaincre. L'économie est solide. Il a bien réussi pour la Russie. Cela ne signifie pas que je dois être d'accord avec tout ce qu'il dit. Cependant, la manière dont il est dépeint dans les médias ici est assez absurde. Il est toujours présenté comme le nouveau Hitler, ce qui n'est pas une évaluation très raisonnable.
Saddam Hussein a été appelé le nouveau Hitler. Kadhafi a été qualifié de Hitler. Chaque fois que cela arrange, ce genre de récit inventé émerge. C'est une triste manière de dépeindre la politique internationale. Je l'expliquerai comme quelque chose qu'un fanatique ou un enfant pourrait croire. La raison pour laquelle nous avons des conflits avec ces pays est parce que le dirigeant est très mauvais. Si nous pouvons juste renverser le gouvernement ou tuer le dirigeant, alors tout ira bien. Cette simplification excessive est courante. Nous ne discutons jamais des intérêts nationaux concurrents. Nous ciblons toujours la direction, que ce soit en Irak, en Libye, en Russie, en Chine, ou même avec des alliés comme la Turquie. Actuellement, nous vivons des tensions avec les Turcs et il est question de se débarrasser d'Erdogan. Cependant, le peuple en Turquie le soutient. Cela ne signifie pas que nous devons l'aimer, mais nous devons prendre en compte les intérêts nationaux et le positionnement stratégique de la Turquie pour comprendre pourquoi ils le soutiennent. Et c'est la même chose avec la Russie. Nous pensions que le pays pourrait s'effondrer lorsque Poutine a pris le pouvoir. Maintenant, plus de 20 ans plus tard, la Russie est redevenue une superpuissance. Les taux de pauvreté ont été inversés. C'est étrange parce que dans ce pays, si vous dites quelque chose de positif, comme ce qui a été bien fait, ils commencent à remettre en question votre loyauté. Ils demandent « Êtes-vous de mèche avec l'ennemi ?» Pour qui vous vous réjouissez? Ils veulent juste s'assurer que dans la bonne tranchée. Êtes-vous avec nous ou avec eux? Si vous êtes avec nous, alors vous devez répéter les mêmes slogans encore et encore. Mais cela est préoccupant. La chose qui m'a frappé, c'était lorsque des sanctions ont été imposées à la Russie. Il y avait des attentes selon lesquelles en une semaine, l'économie s'effondrerait. Je ne suis pas économiste, mais je savais que la Russie n'a pas de dette. Donc, si la Russie avait été endettée ou asservie comme de nombreux autres pays, cette approche aurait pu fonctionner. Mais je m'attendrais à ce que les responsables gouvernementaux et les décideurs soient conscients de ces types d'effets. La Russie non seulement n'a pas de dette, mais a également accumulé des réserves d'or qui surpassent les réserves d'or américaines au fil du temps. Je veux dire, quelqu'un devrait avoir la connaissance, ou je ne sais pas, la clarté pour voir que cette approche ne peut pas fonctionner. Non, je pense qu'ils remboursaient systématiquement toutes leurs dettes et accumulaient d'énormes réserves de devises étrangères. Les Russes accumulaient également une quantité significative de réserves d'or et diversifiaient leur chaîne d'approvisionnement. Ils faisaient tout cela bien avant 2014. Cependant, ce qui s'est passé en 2014 a vraiment secoué les Russes. Nous pensons souvent que lorsque les Russes ont pris la Crimée, c'était une énorme trahison de leur part. Mais ils l'ont vu comme une énorme trahison de notre part. Je ne pense pas que les gens apprécient le changement significatif qui s'est produit en Russie à ce moment-là. Après 2014, ils ont vraiment commencé à intensifier leur diversification loin de l'Occident, parce qu'ils ne voyaient plus d'avenir avec l'Occident. Depuis les rêves de Gorbatchev d'une maison européenne commune, Petsemas y construitor une Europe inclusive, où la Russie aurait une place à la table. Mais ce qui s'est passé en 2014 était très dramatique, car cela montrait clairement que nous n'accepterions pas l'Ukraine comme un pont entre l'Ouest et la Russie. L'Ukraine devait choisir, et initialement, elle a choisi la Russie, avant que nous renversions le gouvernement. Après avoir renversé le gouvernement pour faire de l'Ukraine un front contre la Russie et avoir commencé à la militariser, ils ont vu ce qui se passait. Depuis 2014, ils ont intensifié ce processus. Ils visaient à rendre leur économie à l'épreuve des sanctions, ce qui signifiait devenir moins dépendants des technologies étrangères, des devises et des systèmes de paiement. En effet, lorsque nous avons imposé toutes les sanctions sur leur secteur énergétique,
les Russes ont pu diversifier leurs connexions économiques vers l'Est, tandis que les Européens n'avaient pas la même opportunité. Cela nous a rendus parfois contre-dynamites. C'est une autre histoire. J'ai entendu dire que la Russie a signé un contrat de 50 ans avec la Chine concernant le gaz. C'est un engagement à long terme, ce qui appuie votre point de vue. On ne peut pas simplement mettre fin à une guerre et s'attendre à ce que tout revienne comme avant. Ce n'est pas réaliste. Pendant ce temps, nous, Européens, sommes devenus dépendants du gaz de schiste. Ce gaz est plus sale et beaucoup plus cher. Il doit être transporté à travers l'océan sous haute pression. Et regardez, quand le gazoduc avec la Chine a été construit, quand ils ont signé tous les contrats, c'était juste après que nous ayons renversé le gouvernement en Ukraine. L'accord sur le gazoduc Force de Sibérie avec les Chinois a été conclu. Je suis sûr que les Russes ont fait quelques concessions pour le mettre en place aussi rapidement que possible. Mais il y avait une raison à cela. Ils voyaient où les choses allaient. Donc c'est significatif. Et vous voyez la même chose avec l'Inde. Avant 2022, ils exportaient à peine de l'énergie ou du pétrole vers l'Inde. Maintenant, ils sont devenus le plus grand fournisseur. C'est un énorme changement. Globalement, les Américains se sont beaucoup concentrés sur l'empêchement d'un rapprochement entre Russes et Allemands. Ils voyaient l'Allemagne comme un géant industriel et voulaient éloigner les Russes. Cependant, cette stratégie s'est retournée contre eux, poussant la Russie vers la Chine à la place. La Chine est comme l'Allemagne, mais à une échelle bien plus grande. En conséquence, l'Allemagne, qui est un véritable allié, a été fortement affaiblie, entraînant l'Europe dans sa chute. Pendant ce temps, les ressources de la Russie alimentent l'ascension de la Chine, un pays qui est un véritable rival des États-Unis. Clairement, cette stratégie n'a pas été bien exécutée. L'Allemagne n'oubliera pas que l'Amérique a bombardé ses infrastructures critiques. J'ai parlé à certains militaires là-bas. D'abord, ils sont conscients et n'oublieront pas. Il y a des conséquences à long terme liées à cela, et pas seulement pour l'Allemagne. D'autres gouvernements, comme le vôtre, savent également qui était responsable. Il n'y a aucune question à ce sujet. Alors des personnes comme Scholz et Baerbock vont... Ils s'effaceront dans l'histoire. Eh bien, ils ne sont pas capables de répondre à ce qui est dans l'intérêt national. Donc si vous ne pouvez pas servir les intérêts allemands, parce que l'idéologie a ses limites, leur popularité disparaîtra, ce qui est en train de se produire. Finalement, ils seront écartés du pouvoir. Ils peuvent essayer de résister de différentes manières, mais en fin de compte, ils seront écartés. Probablement, la personne qui prendra la relève sera quelqu'un capable de reconstruire la force allemande. Cela signifie s'ajuster aux réalités, reconnaissant que se reposer uniquement sur les États-Unis pour la dépendance économique n'apportera pas la prospérité. Comme vous l'avez mentionné, il y a aussi un certain ressentiment parce que les Allemands avaient construit leur infrastructure énergétique pendant de nombreuses années pour s'assurer qu'ils restent une puissance industrielle. Puis les Américains sont venus et l'ont gravement endommagé, en célébrant même devant eux, proclamant combien cela était merveilleux, voyant cela comme une opportunité. La sous-estimation et la destruction de leur économie auront des conséquences. Cependant, ces conséquences ne sont pas immédiates parce que Scholz a investi toute sa carrière politique dans ce projet. Ainsi, il résistera vigoureusement, mais en fin de compte, il sera contraint à devenir une note de bas de page historique. Parmi ces 4 pipelines, 3 ont été bombardés. Un est encore intact, probablement par accident. Cependant, l'Allemagne a jusqu'à présent refusé de prendre du gaz de la Russie. Oui, ils devraient au moins commencer à garder leurs options ouvertes.
S'ils ne commencent pas les réparations bientôt, les pipelines subiront davantage de dommages du fait qu'ils restent inutilisés trop longtemps, devenant finalement irréparables. La Russie semble avoir perdu tout intérêt. Il est peu probable qu'elle s'engage à nouveau dans un tel projet. Lorsque les pipelines ont été initialement prévus avec l'Allemagne, des assurances avaient été données qu'ils ne seraient pas utilisés comme levier politique. Cependant, la situation s'est détériorée avec des exigences formulées et des menaces émises tout au long de la construction du pipeline, aboutissant à sa destruction une fois achevée. Il est compréhensible que les Allemands se sentent rancuniers et il est probable qu'ils exprimeront leur mécontentement par leur vote. C'est aussi une stratégie dangereuse, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous vivez dans une maison de verre, vous ne devriez pas lancer de pierres. Devinez quoi d'autre se trouve là-bas, au fond de la mer, sans protection sur des milliers de kilomètres. Le sang vital de notre société occidentale, n'est-ce pas? Des autoroutes de l'information, des câbles, ce genre de choses. Mais avec votre permission, je voudrais passer quelques minutes sur le Moyen-Orient. Je ne sais pas autant que vous, mais j'ai lu quelques trucs. Y a-t-il des intérêts de la Russie et de Poutine dans le conflit actuellement en cours au Moyen-Orient? Eh bien, une partie concerne la saisie d'opportunités, bien sûr, parce que pour les Américains, Israël aura une priorité plus élevée que l'Ukraine. Et puis, il y a le pétrole. Il n'y a pas de pétrole en Ukraine, mais il y a beaucoup de pétrole au Moyen-Orient. Alors, bien sûr, la Russie intensifie sa pression sur toute la ligne de front en Ukraine en réponse à cela. Mais cela va au-delà. Les gens se concentrent souvent sur la façon dont Kissinger a réussi à provoquer une division entre les Russes et les Chinois. Il a également aidé à faire expulser les Russes du Moyen-Orient, en particulier de l'Égypte. Cependant, la Russie fait un retour significatif, et elle le fait aux côtés des Chinois. Il travaille assidûment à former des relations étroites avec l'Iran, l'Arabie saoudite et d'autres États du Golfe. Gardez à l'esprit que depuis que les Russes ont envahi l'année dernière, Poutine n'a réellement visité que la Chine. Mais maintenant, bien sûr, il est allé en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, et je pense que beaucoup en Occident ont été surpris par l'accueil qu'il a reçu dans les deux pays. Cependant, ils ont très bien accueilli les Russes ainsi que les Chinois. Cela ne signifie pas qu'ils veulent rejoindre une alliance anti-occidentale ou quoi que ce soit de ce genre. Cela signifie simplement qu'ils veulent diversifier. Donc pour le moment, je pense qu'ils vont être attirés. Vous verrez plus d'implications, pas seulement avec les Chinois, mais aussi avec les Russes au Moyen-Orient. Ils formeront plus de partenariats pour les développements technologiques et les industries communes. Vous verrez également plus de corridors de transport être établis. Vous aurez plus de travail sur les banques communes, échangeant davantage dans leur propre monnaie, devenant moins dépendants des assurances occidentales. Donc je pense que toute cette nouvelle connectivité économique se traduit également par des opportunités politiques. Gardez à l'esprit, lorsque les Américains dominaient le Moyen-Orient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Comme tous les empires, ils utilisaient des tactiques de diviser pour régner. Ils avaient intérêt à pousser les Arabes contre les Iraniens, parce que cela rendait les Arabes dépendants de l'Amérique et affaiblissait les Iraniens, permettant à l'Amérique de régner. Mais quand les Chinois et les Russes sont arrivés, ils ont commencé à faire quelque chose de différent. Ils ne cherchent pas à former des alliances basées uniquement sur la paix, car économiquement, cela n'est pas avantageux. Cette approche pourrait conduire à aliéner un côté. Au lieu de cela, les Chinois et les Russes adoptent une stratégie différente. Par exemple, lorsqu'ils s'engagent avec l'Iran pour finaliser des accords économiques, ils font également des efforts pour s'engager avec l'Arabie saoudite.
ils évitent de favoriser l'un par rapport à l'autre. Cette approche était évidente lorsque, après avoir visité l'Arabie saoudite, Poutine a invité le président iranien à Moscou pour signer des accords. Il procède avec prudence. Cette diplomatie soigneuse est la manière dont les Chinois ont réussi à faciliter les négociations pour la paix entre les Saoudiens et les Iraniens. Et ceci est quelque chose de très différent. Ils construisent dessus. Les Iraniens et les Saoudiens essayent vraiment de normaliser les relations parce qu'aucun d'eux ne veut être utilisé par des puissances étrangères. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de problème. Cependant, ils doivent toujours vivre dans le même quartier. Ils resteront voisins. Cette nouvelle diversification économique leur permet également de choisir des chemins politiques différents. Donc, je pense que tout cela se passait avant le 7 octobre. Mais je crois qu'une grande partie de cela va s'intensifier maintenant à cause de la manière dont Israël a répondu, ce qui a considérablement secoué toute la région. Cela a galvanisé, je crois, quelque chose autour du globe qui n'était pas là avant, n'est-ce pas? Je reviens tout juste d'Amman. J'ai passé du temps à parler aux gens et à en interviewer certains. Ce que j'entends, c'est que cela a en quelque sorte incité toute une nouvelle génération à s'intéresser à ce conflit, n'est-ce pas? Ouais, et je pense que c'était probablement aussi l'un des objectifs du Hamas. Lorsqu'ils souffrent en silence sous le système d'apartheid en Cisjordanie, ou ce que nous appellerons l'emprisonnement de Gaza, le monde a tendance à l'oublier. Cependant, la manière dont les Israéliens ont réagi a apporté un tout nouveau sens d'empathie pour la cause palestinienne. Donc je crois qu'une toute nouvelle génération de personnes est maintenant devenue politiquement engagée, intéressée ou soutenant la Palestine. Alors, non, je pense, quelle est la situation en Norvège selon vous? Comment est la situation en Norvège? Quel est le sentiment parmi la population générale? Quels sont les sentiments ou les politiques du gouvernement concernant la Palestine? La population est, je pense, massivement sympathique aux Palestiniens. J'étais en fait à Oslo le week-end dernier et il y avait une énorme manifestation avec des milliers de personnes qui marchaient en agitant des drapeaux palestiniens. Donc la sympathie est définitivement là, y compris au sein du gouvernement. Ils restent toutefois prudents, étant donné qu'ils ne veulent pas trop contrarier les Américains, mais comparé à d'autres Européens, comme les Allemands ou les Français, le gouvernement norvégien est, je pense, beaucoup plus sympathique à la cause palestinienne et plus vocal à ce sujet que bon nombre de ses homologues européens. C'est intéressant parce que, concernant l'Ukraine, la Norvège est considérée comme l'un des pays les plus belliqueux. Vous partagez une frontière avec la Russie, bien sûr. Ouais, mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi nous sommes si belliqueux en termes d'envoi d'armes et d'utilisation d'une rhétorique forte. Il n'y a pas de négociation, juste je ne sais pas pourquoi. Cependant, quand il s'agit des Palestiniens, on voit beaucoup plus d'empathie de la part du gouvernement norvégien également. D'accord. Une dernière question, si je peux. Je suis intéressé parce que vous avez écrit un bon nombre de livres, en fait, plus que juste quelques-uns. Et je sais que vous avez fait face à des critiques importantes. Alors, quels sont les sujets qui ont attiré le plus de critiques, faute d'un meilleur terme? Ouais, enfin, cela dépend de ce que vous entendez par « fortement critiqué ». Il y a un groupe de personnes, désignées comme des activistes humanitaires, qui ont écrit à mon sujet. Cependant, ce sont toujours les mêmes individus utilisant les mêmes tactiques. Par exemple, l'un des principaux canaux médiatiques nationaux m'a appelé pour une interview. Après l'interview, où nous discutons, et ils ont l'occasion de contester ce que je dis, ils recourent à des tactiques de honte. Ils expriment leur choc en disant des choses comme « Saviez-vous qu'il publiait dans RT ?»
Soudain, il se retrouve à devoir s'excuser. Donc, je ne pense pas que la controverse soit aussi significative qu'elle est présentée. Mais habituellement, je reçois beaucoup d'emails de soutien de la part d'autres universitaires. Cependant, cela ressemble un peu à une culture de l'annulation, où une minorité vocale essaie de dicter sa loi au reste. Mes sujets ont été variés. Initialement, je me suis concentré sur la politique de sécurité européenne et russe. J'ai également écrit des livres et de nombreux articles sur le conservatisme russe et le régionalisme géoéconomique, explorant comment la Russie tente de construire de nouvelles régions géoéconomiques. De plus, j'ai écrit sur l'utilisation de la propagande politique, spécifiquement la russophobie, et comment la propagande anti-russe est construite, en examinant la science de la propagande. J'aimerais beaucoup discuter davantage du sujet de la propagande, particulièrement en ce qui concerne Israël. De plus, en tant qu'analyste du comportement formé académiquement, je trouve la propagande particulièrement fascinante. Pourriez-vous partager vos réflexions sur la propagande russe, ou plus spécifiquement, sur la propagande anti-russe? Ouais. Eh bien, la raison pour laquelle je voulais explorer la propagande anti-russe est parce que pendant la guerre froide, la propagande la plus efficace venait de l'Occident. Cette efficacité était largement due à la crédibilité des sources utilisées dans la propagande. J'ai également remarqué comment RT est actuellement condamné comme étant de la propagande. Cependant, c'est relativement inefficace parce qu'il est largement connu pour être financé par l'État et présente une perspective russe. Pour que la propagande soit convaincante, elle doit avoir une crédibilité de source. Cela implique de créer l'apparence de neutralité. Pendant la guerre froide, par exemple, les Britanniques et les Américains ont réussi à utiliser les industries privées et les médias pour diffuser leur propagande plus efficacement, car ces sources étaient perçues comme neutres ou indépendantes. Alors j'étais curieux parce que lorsque vous recherchez la propagande russe dans les journaux, tout est à propos de la propagande russe. Ils ont certainement leur propre propagande, mais il est rarement question de la nôtre. Ce qui est étrange parce que nous nous engageons également dans la propagande. Je définis la propagande comme une méthode de convaincre un public sans faire appel à la raison. La propagande ne consiste pas juste à mentir. Elle fait souvent appel à l'inconscient. Bien que nous aimions nous considérer comme des êtres rationnels, beaucoup de nos décisions sont en réalité basées sur des instincts et des impulsions. Un aspect clé est que nous nous organisons en groupe et nous nous divisons toujours en nous et eux. Ainsi, ce que nous voyons souvent dans la propagande, c'est la manipulation des heuristiques ou des prismes à travers lesquels nous interprétons le monde. Walter Lippmann et d'autres, il y a plus d'un siècle, ont discuté de comment, à mesure que le monde devient plus complexe, nous formons des opinions et comprenons ce qui se passe dans des pays comme l'Iran, le Venezuela, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Il est difficile de donner un sens à toute cette complexité. La solution est d'équiper les gens d'un prisme, une manière d'interpréter le monde. La principale forme de propagande que nous utilisons présente tout comme un combat entre la démocratie et l'autoritarisme. Cela est très séduisant car, quoi qu'il arrive dans le monde, le récit peut toujours être adapté pour correspondre à cette dichotomie. Par exemple, si la Russie envahit un pays, cela est dépeint comme une tentative de construire un empire et une haine de la démocratie. Cependant, si nous envahissons un pays, cela est présenté comme un effort pour soutenir les droits humains et favoriser la démocratie. Même si nous commettons des erreurs, il est suggéré que nous le faisons avec de bonnes intentions. Cette approche permet la création d'un cadrage favorable pour tout conflit. La propagande anti-russe est particulièrement intéressante dans ce contexte. Elle sert à diviser et à construire des identités de groupes distinctes, définissant qui nous sommes
et qui ils sont. Historiquement, la Russie a été positionnée comme notre opposé, l'Est à notre Ouest en Europe, renforçant notre identité en tant qu'Européens. Ils étaient décrits comme des descendants des Mongols, soulignant une différence raciale ou ethnique. Tout au long des 100 dernières années, la rhétorique a constamment mis en avant ces distinctions, nous dépeignant comme des Européens civilisés et eux comme des Asiatiques barbares. Pendant la guerre froide, ce récit a davantage basculé vers l'idéologie, encadrant le conflit comme capitaliste contre communiste, chrétien contre athée. Après la guerre froide, avec la décision contre une Europe commune, le récit devait justifier pourquoi nous étions considérés comme bons et eux comme mauvais, civilisés contre barbares, modernes contre arriérés. Cela a conduit à la réinvention du récit, encadrant tout à travers le prisme de la démocratie libérale contre l'autoritarisme. Cette perspective n'est pas originale de ma part, mais c'est une observation critique de la manière dont ces récits sont construits et perpétués. J'ai emprunté l'idée à Walter Lippmann, qui a écrit sur la guerre civile russe. De 1917 à 1919, il a noté que la propagande britannique était assez efficace. Initialement, il soutenait la propagande parce qu'il croyait qu'elle présentait les conflits comme un bien contre un mal ou le développé contre le barbare. Il pensait que c'était une manière efficace de mobiliser les gens. Cette approche a également été utilisée par les Américains lors de la Première Guerre mondiale, où Lippmann travaillait. Il a décrit le conflit comme une lutte entre le bien, représenté par nous, et le mal, représenté par les Allemands. Une fois que vous faites cela, il est facile de mobiliser les gens parce que vous combattez toujours contre le mal. Il a mentionné que le principal problème survient lorsque vous avez une solution réalisable, comme un accord de paix. Les gens ne le voudront pas parce que pourquoi feriez-vous la paix avec le mal? Cela est considéré comme de l'apaisement. Il a souligné que c'était un problème à la fin de la guerre civile russe. Ils avaient dit tout le long que les bolcheviks étaient en train de perdre, que les Polonais les battaient, et que les bolcheviks étaient désespérés, arriérés, et destinés à être vaincus parce qu'ils étaient le mal pur. Puis soudain, il s'est avéré que ces affirmations étaient des mensonges, et les bolcheviks gagnaient. Il a souligné qu'une fois qu'ils étaient en train de gagner, établir des relations diplomatiques est devenu très difficile pour les Britanniques. Cette situation semble beaucoup ressembler à ce que nous vivons aujourd'hui. La même chose s'est produite avec les Allemands, qui étaient étiquetés comme le mal absolu. C'était censé être la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Pourtant, lorsqu'un règlement de paix est devenu possible, il a été rejeté. Au lieu de cela, il y a eu une poussée pour la destruction complète de l'Allemagne. Après leur défaite, ils ont été forcés à un accord de paix humiliant, jetant les bases d'une autre guerre mondiale. Cela illustre les dangers de la propagande. Vous connaissez probablement Edward Bernays. Oui, Edward Bernays était le neveu de Sigmund Freud. Oui, il est le neveu de Sigmund Freud. Voici comment je décrirais la propagande. C'est essentiellement le marketing de la politique. Le marketing vend des idées. Par exemple, lorsque vous achetez une voiture, vous n'achetez pas seulement un moyen de transport. Vous achetez un symbole de statut, peut-être même du prestige ou de l'attrait. C'est ce que Bernays a fait avec la politique. Lorsqu'il voulait convaincre les femmes de fumer des cigarettes, il les a marquées comme des torches de liberté. Ainsi, il a vendu l'idée non pas simplement comme fumée, mais comme représentant l'émancipation des femmes. C'est ce que c'est. Il a utilisé les mêmes idées pour renverser le gouvernement au Guatemala. Il disait « Hey, écoutez, il s'agit de la liberté l'emportant sur le communisme. » Ça n'avait rien à voir avec ça. Tous les historiens sont d'accord avec cela.
Tout est dans la façon dont vous le commercialisez. C'est aussi le marketing de la politique. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un conflit, la première chose que diront les politiciens américains et de l'OTAN sera « Oh, cela concerne la liberté, la démocratie contre les intentions maléfiques ». Alors le terme axe du mal, oui. Ce qui est excellent pour mobiliser le public, et ça fonctionne. Même lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, de nombreux Américains ne savaient pas où se trouvait l'Ukraine sur la carte. Pourtant, tout le monde avait une conviction forte à propos de la situation. Ils croyaient qu'il s'agissait de vouloir la liberté, la paix et la démocratie, et puis les Russes sont venus et l'ont emporté dans leur quête de reconstruire leur empire et de restaurer l'Union soviétique. Donc c'est toujours le même marketing, les mêmes slogans, le même appel émotionnel. C'est assez efficace. D'ailleurs, j'ai publié un livre qui est sorti 2 mois avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. J'aurais probablement eu beaucoup plus de matière si j'avais attendu 6 mois. Mais j'ai essayé de suivre le modèle parce que, surtout après avoir vaincu Napoléon au début des années 1800, les Britanniques ont intensifié leur propagande anti-russe. Et ils ont suivi le même genre de recette tout au long de l'histoire. C'était assez intéressant d'observer le développement et comment les identités sont construites. Par exemple, pendant la guerre de Crimée en 1853, les Turcs, qui étaient généralement ressentis avec réticence, ont soudainement changé de rôle. Dans chaque histoire, vous avez besoin d'une demoiselle en détresse. Les Turcs, habituellement présentés comme des méchants en raison de leur traitement des Grecs, étaient soudainement dépeints comme innocents. Puis vous aviez les méchants russes, et le sauveur britannique venait secourir les Turcs du mal. Ces identités politiques étaient construites presque du jour au lendemain pour encadrer le récit. De nombreux chercheurs britanniques de l'époque ont été pris par surprise par l'émergence de ce récit. C'est assez fascinant de voir un schéma commun au cours des 200 dernières années au moins. Sur cette note, professeur Glenn Dizon, je vous remercie vraiment pour votre temps. C'était une conversation éclairante. J'aurais aimé que nous puissions continuer et je ne peux pas promettre que je ne vous contacterai pas à nouveau. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre temps. C'est grandement apprécié. Ik terrorisme small.